Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Maïmouna. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Film Soir dont voici le sommaire. Enfin, le site guinématin.com est accessible depuis hier nuit. Cela intervient après 3 mois de combat des médias guinéens, notamment le syndicat professionnel de la presse de Guinée. Vous entendrez le patron des médias du guinématin.com et le secrétaire général du SPPG dans cette édition. Sur le continent, Guillaume Soro est en sécurité en Turquie. C'est son mouvement politique qui a fait cette annonce ce samedi, les précisions dans ce journal. Dans le monde, manifestation des familles des otages à Tel Aviv ce samedi pour la libération des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier. Fini le sommaire, dans un court instant, le développement. Film FM, première sur l'info, le journal. Je vous le disais à l'entame de ce journal, le site d'information guinématin.com est enfin accessible sur le territoire guinéen. L'administrateur général de ce média en ligne l'a annoncé officiellement ce dimanche. Nou Baldé est très heureux, qualifie la libération de son site de victoire pour la presse, notamment le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Le SPPG syndicat peaufinait d'ailleurs une nouvelle stratégie pour lancer l'acte de l'assaut de la dignité, une marche qui visait à libérer le site guinématin.com. Tcherno Alpha Ibrahim Baldé. Après 2 mois de blocage, le site d'information guinématin.com est désormais accessible aux lecteurs sans faire recours au VPN ou au site miroir des Reporters sans frontières. Un offre de soulagement pour Nou Baldé, administrateur général du site. Depuis hier soir, le site est accessible. Nous ne savons pas qui l'a bloqué et qui l'a débloqué, mais pour le moment, on se réjouit de pouvoir accéder au site à la fois pour les lecteurs, mais également pour nous. Pour Nou Baldé, si Guinée Matin a été remis en ligne, c'est grâce à la lutte qu'a menée le syndicat des professionnels de la presse. Il appelle donc les confrères à maintenir cette dynamique pour protéger l'exercice de la profession en Guinée. Remercier sincèrement le syndicat. Vous savez que le syndicat a organisé une manifestation et s'apprêtait à organiser une autre pour uniquement réclamer la libération du site. Et nos pensées vont particulièrement aux blessés. Ils ont essayé de la manière qui est la leur de se battre, de nous aider. Nous les remercions tous. La levée de la restriction du site guinématin.com est aussi bien accueillie par le syndicat. Le secrétaire général Sékou Jamal Pendessa prévient que la lutte ne s'arrêtera pas là. C'est une réaction de satisfaction, le sentiment de devoir accompli. Pour le moment, on se réserve de beaucoup de commentaires, mais retenez qu'un pilier de la démocratie a été libéré. C'est ce que nous avons souhaité. Le SPPG n'a pas demandé grand-chose, on a juste demandé qu'on libère Guinée Matin. Et c'est pourquoi nous sommes en train de préparer une rencontre du bureau, donner la conduite à tenir. Après guinématin.com, c'est au tour du site d'information Mosaïque Guinée de subir des restrictions depuis samedi. Justement, le site Mosaïque Guinée est inaccessible depuis 24 heures maintenant. L'alerte a été donnée par des lecteurs qui ont aussitôt informé les responsables du site d'information générale. Contacté ce dimanche par notre rédaction, le directeur de publication de ce média en ligne a confirmé le blocage de son site. Mohamed Bangoura dit ignorer les auteurs et commanditeurs de cet acte qu'il assimile à une attaque de cybercriminalité. Je vous propose de l'écouter. Notre webmaster nous a alertés, mais nous-mêmes, on a été alertés par plusieurs lecteurs du site Mosaïque Guinée qu'il y a des tentatives de restriction, de blocage du site. Alors, rapidement, moi-même, j'avais eu des difficultés à accéder à la plateforme, à accéder au site. Avant de publier un article, par exemple, vous avez au moins quelque chose de 25 à 30 minutes avant que vous ne puissiez avoir accès à la plateforme de publication. Alors, directement, j'ai alerté notre webmaster qui m'a fait état qu'il a aussi été alerté et qu'il est rentré dans les paramètres de sécurité qu'il a mis en place, qu'il a effectivement vérifié que le site est victime d'attaques. Alors, il m'a envoyé le rapport. Vous imaginez, c'est pas moins de 12 692 attaques malveillantes. D'hier à aujourd'hui, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur de ce que tout cela représente.
Le blocage du site Mosaïque Guinée intervient quelques heures après la libération du site guinématin.com qui était jusque-là bloqué, mais le directeur de publication de Mosaïque Guinée ne veut pas tirer une conclusion hâtive sur l'identité des auteurs de ce blocage. Toutefois, Mohamed Bangoura précise que la rédaction n'exclut aucune hypothèse. Il a été joint par Amadou Ouri Bari. Alors, ce qui est évident, c'est que nous, à notre niveau, nous n'écartons aucune hypothèse. Nous n'écartons aucune hypothèse et toutes les options sont sur la table. C'est pourquoi nos équipes sont en train de travailler pour savoir exactement qui est à l'origine de ces attaques. Des pirates, on le saura. Nous n'accusons ni X ni Y, mais nous n'écartons pas non plus des possibilités qu'il y ait quand même des tentatives au niveau national ou même international de restreindre ou de bloquer le site. Pour l'instant, on est en train de vérifier. Certainement, on ira vers une plainte contre X pour essayer de mettre fin à toutes ces tentatives de restriction du site Mosaïque Guinée. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le site est désormais accessible, mais pour l'instant, on ignore ce qui a été à l'origine du blocage qui est intervenu durant la nuit dernière jusque ce matin. Au kilomètre 36, combattre l'occupation anarchique des artères reste un défi pour les nouvelles autorités. Malgré les efforts consentis, vendeuses et jeunes étalasistes continuent d'occuper les artères des routes, ce qui serait à la base d'interminables embouteillages et même des accidents de la circulation. Une situation que déplorent les usagers du Grand Conakry. Mamoudou Yakité, reportage. Au kilomètre 36, des femmes vendeuses continuent d'occuper anarchiquement les abords de la route. Les efforts déployés par les autorités pour les faire quitter les lieux se heurtent à une sorte de résistance de la part, une situation qui affecte la circulation routière à plusieurs endroits. C'est le cas au marché du kilomètre 36 où le trafic est souvent ralenti. Augustin Kamano est un citoyen de la localité. Je vois quand même des risques parce que vouloir encombrer la route, parfois ça cause beaucoup d'accidents. C'est d'autres peuvent fermer ici. Peut-être lui il va garer ici, l'autre viendra pour garer, il n'aura plus de place. Sur les lieux, la police routière est décriée et pointée du doigt dans l'exercice de son travail au quotidien. Pour Ibrahima Khalil Kourouma, celle-ci reste la principale responsable de cet état de fait. Il y a plein de policiers qui récupèrent de l'argent des chauffeurs en vue de les laisser s'aimer la pagaille un peu partout sur la route. Ça ne peut pas permettre une bonne circulation sur la route car ça va toujours créer de l'embouteillage. Contrairement à lui, Gilbert Delamont, conducteur de taxi, impute la faute aux étalagistes. C'est les femmes qui nous savent. Quand les femmes viennent, ils s'assoient sur la route parce que maintenant il n'y a pas de route maintenant. Maintenant le matin, il y a assez d'embouteillages, les chauffeurs sont fatigués. Et si c'est qu'on veut demander à les autorités de nous aider, s'ils peuvent donner les places, ils peuvent pousser la femme là. Les femmes n'ont qu'à laisser la route complètement pour les véhicules. À noter que plusieurs décisions ont été prises par les autorités pour libérer les emprises. Malgré ces efforts, cette décision a du mal à s'inscrire dans la pérennité. Malgré le communiqué du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage interdisant leur divagation dans la capitale guinéenne, des animaux restent présents dans les rues, notamment à Nongo, de la commune de Ratoma. On y rencontre régulièrement des bœufs qui causent des accidents et des embouteillages, une situation qui préoccupe les usagers de la route et riverains. Mohamed Karba Bangoura. Leur présence dans les rues de la capitale ne passe pas inaperçue. Ces animaux qui divaguent parfois en groupe dans la circulation, à Nongo par exemple, provoquent des accidents de la circulation. Amadouba, conducteur de taxi-moto, en a payé les frais. J'avais fait un accident de circulation auprès du stade de Nongo. Les vaches qui circulent dans les rues, c'est pas une bonne chose. Elles méritent l'encadrement. C'est pas bon aussi pour les personnes qui circulent pendant la nuit. Les riverains ne sont pas épargnés. Boubakarba, qui revend des pommes, s'est dit victime de cette présence de bêtes dans les rues. Des bœufs s'en sont déjà pris à sa marchandise. Si ces animaux passent par là, ils mangent mes fruits comme de la pomme. Ce que je demande à l'État, c'est de les encadrer. C'est pourquoi un autre citoyen rencontré en face du stade général Lansana Conté de Nongo demande l'implication des autorités pour mettre fin à cette situation. C'est l'autorité de Nongo ici, le commissaire central de Nongo, parce que ça se passe devant et chaque fois les vaches passent là-bas. Normalement, c'est eux qui doivent réguler ça. Ils vont
vont essayer d'arranger ça pour nous. Ils vont chercher l'endroit là où le vase doit rester. Il ne faut pas que le vase sorte dans la rue comme ça pour emmerder les gens. Pas bon. Ils provoquent l'accident parce que parfois tu viens en aller là et ils sont en train de marcher, ils ne s'arrêtent pas. Des fois tu viens, il faut que tu s'arrêtes. Et si tu n'as pas pu s'arrêter là, tu peux le cogner. Ça te crée des accidents. Le chef de quartier de Nongo contacté n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Dans un communiqué publié en août 2022, le département de l'élevage avait menacé de faire capturer tout animal retrouvé au-delà du domicile de son propriétaire et de le vendre si celui-ci ne se présente pas dans un délai de 15 jours. Santé dans ce journal pour parler de l'AVC qui est une perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau. Il est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. Selon Dr Moussa Fofana, la prise en charge d'un malade d'AVC dépend du type dont il souffre. C'est pourquoi il affirme que les personnes qui souffrent de l'AVC doivent recevoir beaucoup d'affection et d'attention de la part de leur entourage. Reportage Mahawa Eva Silla. L'accident vasculaire cérébral AVC survient lorsque la circulation sanguine est bloquée dans le cerveau. Plusieurs personnes souffrent de cette maladie dans le monde. Dr Moussa Fofana, médecin généraliste, parle de la prise en charge de cette maladie. Un AVC ischémique, c'est-à-dire l'artère est bouchée. Là, il faut faire une intervention d'urgence par cathétérisme, c'est-à-dire déboucher l'artère pour que le sang puisse circuler. En ce qui concerne l'accident vasculaire, l'AVC hémorragique, là c'est le sang qui déverse dans le sang, dans la boîte crânienne. Il faut essayer réellement de donner les médicaments pour essayer de résorber l'hémorragie. Le comportement pour calmer un malade victime d'AVC dépend de la cause aussi. Après la prise en charge médicale, les personnes victimes d'un AVC ont besoin parfois d'une longue rééducation, une étape difficile durant laquelle elles doivent bénéficier du soutien de leurs proches. En effet, après un AVC, le caractère ou le comportement de la victime peut avoir changé. Pour y faire face, ce médecin généraliste donne quelques consignes. Dr Moussa Fofana. Une personne qui a développé l'AVC doit être dans un environnement calme et avoir beaucoup d'affection, surtout de la part de ses proches. On doit l'aider à s'intégrer parce que généralement, l'AVC laisse des séquelles à vie. L'AVC représente la première cause de handicap physique acquis chez l'adulte. Il peut survenir à tout âge et certains groupes de personnes, notamment les hypertendus, les diabétiques, les personnes en surpoids et celles ayant un taux de cholestérol élevé, présentent plus de risques. En Guinée, ils sont nombreux ces jeunes qui souffrent de la prostatite. Cette maladie se caractérise par des envies urgentes d'uriner, accompagnées souvent de douleurs. Mais quelles sont les principales causes de la prostatite? Comment faire pour la traiter ou simplement l'éviter? Aminata Keita a posé toutes ces questions à Dr Tcherno Mamadou Ouri Diallo, urologue en service à l'hôpital national Yansdine. Suivez. Selon les spécialistes de la santé, la prostatite est une inflammation de la prostate. Il peut arriver parfois que la prostate soit douloureuse, enflée et gonflée. Dr Tcherno Mamadou Ouri Diallo, urologue, explique les causes de cette maladie. Nous avons les prostatites aiguës, les prostatites chroniques. Les prostatites aiguës ont pour cause en général les infections qui peuvent être sexuellement transmissibles notamment. S'il s'agit d'une prostatite chronique, on les attribue souvent à des causes d'origine neurologique. Contrairement aux autres pathologies de la prostate qui touchent uniquement des personnes âgées, la prostatite touche toutes les tranches d'âge. Dr Tcherno Mamadou Ouri Diallo revient sur les symptômes de la prostatite. Lorsqu'il s'agit d'une prostatite aiguë, donc c'est un tableau qui est brûlant. Nous avons une brûlure mictionnelle, donc des brûlures dans les mictions, et on peut avoir également des difficultés à uriner. Le traitement est basé sur les antibiotiques. Pour la prévention, cet urologue suggère il faut éviter les infections sexuellement transmissibles et c'est également le traitement à temps des obstructions au niveau de la filière urétrale, notamment les rétrécissements urétraux ou bien les hypertrophies prostatiques. Bien que la prostatite soit une pathologie connue depuis longtemps, son diagnostic et son traitement restent difficiles. La prise en charge dépend du type de prostatite, affirme ce spécialiste en urologie.
L'engrais chimique est parfois à la base de l'appauvrissement des sols agricoles, mais aussi provoque des maladies comme l'hypertension artérielle et le diabète chez les consommateurs. Ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais plutôt Amadou Dramé. Il est à la fois docteur vétérinaire et formateur en fabrication d'engrais bio, qui pour lui est la solution idéale pour accroître la production sur le plan local. Reportage Sekou Yatea Kamara. Même le dernier villageois, il connaît l'effet de l'engrais chimique. Amadou Dramé déconseille à tout producteur agricole l'utilisation de l'engrais chimique. Ce fertilisant importé comporte de nombreux problèmes, affirme-t-il. L'engrais détruit le sol, non seulement, ça détruit aussi la culture et ça agit encore sur nous. Quand tu consommes ça, tu tombes malade. Ça crée la tension, le diabète et tout ce qui s'ensuit. Contrairement à l'engrais chimique, l'engrais bio fertilise les sols, booste la productivité et facilite la conservation des productions, poursuit le spécialiste. En utilisant l'engrais bio, nous pouvons retrouver la fertilité ancienne de nos sols et ça peut booster l'agriculture parce que avec ça, la production va multiplier. La conservation, elle sera longue. Avec l'engrais bio, tu peux conserver ici une légume ou bien un fruit plus de 10 jours. Plus de 10 jours à l'air libre, sans congélateur. Amadou Dramé n'est pas que convaincu des valeurs de l'engrais bio. Il s'y connaît aussi dans sa fabrication pour en avoir été outillé au centre Songhai de Porto Novo au Bénin. Il revient sur la manière dont on obtient ce fertilisant bio-organique. L'engrais bio, c'est à travers le compostage. Et le compost, c'est une technique. Ce sont des formules. Ça ne se fabrique pas au hasard, comme certains le font. Ils disent, on fabrique le compost. Non, ce n'est pas le compost qu'ils fabriquent. Le vrai compost, mon frère, le vrai compost, c'est une étude. Parce qu'il y a tout un tas de démarches à suivre pour obtenir le tas final. Ce spécialiste sollicite le soutien des autorités pour lui permettre de se lancer dans la fabrication de l'engrais bio à grande échelle pour le bonheur des producteurs. Mais en attendant, il prête ses services à ses compatriotes de Mamou où il est installé. Comme la grippe aviaire, il arrive que la peste aviaire attaque aussi les poules en Guinée. C'est ce que nous a appris ce dimanche Amadou Dramé, selon ce vétérinaire de formation. Pour éviter que cette maladie continue de faire des ravages dans les fermes avicoles, comme l'a précédemment fait la grippe aviaire dans les zones de Forokaria et Koya, il faut nécessairement privilégier des campagnes de vaccination et d'y avoir un plan à cet effet, mais demande de l'assistance auprès des autorités. Mamadou Aliou Bangora. Contrairement à la grippe aviaire, on ne parle pas assez de la peste aviaire en Guinée. Pourtant, elle existe dans le pays, révèle le vétérinaire. C'est vrai, elle est partout en Guinée. Elle vient par saison, 2 fois dans l'année, à l'approche de la saison pluvieuse et à la fin. Entre cette peste et la grippe aviaire, il y a une petite nuance, précise Amadou Dramé. Quand vous voyez la volaille seulement tourner autour, faire le rond avant de tomber, dites-vous directement que c'est la peste. Sinon, tous les autres symptômes là, c'est les mêmes. La couleur des fesses, l'odeur, la température du corps, la chute de ponte, la baisse de consommation d'aliments, tout ça, ce sont des facteurs. Mais le symptôme spécifique, c'est le tournus. Le technicien se dit convaincu de la dangerosité de cette maladie des volailles. Pour avoir été formé à l'Institut de Dalaba et davantage outillé au Bénin, il veut faire de la prévention de la peste aviaire son cheval de bataille, dit-il. J'ai déjà élaboré mon plan. On commence d'abord par une campagne de sensibilisation et de formation. Ensuite, on vient au niveau de la vaccination. Il faut d'abord sensibiliser les gens sur la maladie parce que beaucoup ne connaissent pas cette maladie. Savoir que cette maladie, elle est la plus dangereuse parmi toutes les maladies des volailles et savoir qu'on peut vraiment la maîtriser. La maîtrise de la maladie passe par des séries de vaccinations. Bien qu'ayant une idée de la manière dont tout cela doit se faire, le vétérinaire ne peut pas lui seul réussir le combat. Il faut que l'État m'accompagne parce que moi j'ai la connaissance et l'État a les moyens. Parce que les vaccins coûtent non seulement cher, même si c'est pour une seule préfecture, et ça coûte très cher. À plus forte raison toute la Guinée. Donc il faudrait que le gouvernement s'implique parce qu'il faut beaucoup de moyens parce qu'il faut former d'abord les gens, acheter les vaccins et tout le matériel qu'il faut. Si ces campagnes de vaccination ne sont pas prises en compte, tout le temps on aura des catastrophes comme celles qui ont été enregistrées récemment dans les zones de Koya et de Forokaria, a prévenu le vétérinaire. Comment limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius? La question est chaque année au centre de la conférence des partis sur le climat, regroupant une centaine de pays ayant ratifié la conversation cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette année, la 28e session de cette conférence se tiendra à Dubaï. Plusieurs experts guinéens y sont attendus. Parmi eux figure Alpha Omar Kalouga, conseiller régional du Fonds vert climat Afrique. Il s'est entretenu avec notre rédaction de décryptage avec Mamadama Silla.
Ce grand rassemblement mondial consiste à réunir les experts climatiques et permettre aux États de discuter afin de proposer des solutions viables pour lutter contre le réchauffement climatique. À l'issue de la COP27 tenue en Égypte en 2022, plusieurs accords ont été trouvés. Pour la 28e édition, les objectifs à atteindre sont énormes compte tenu des priorités de chaque partie. Les enjeux de cette COP sont divers, dépendant des intérêts et des priorités que chaque partie met. Pour nous, l'Afrique, c'est d'abord l'opérationnalisation de ce fonds, c'est la clarté par rapport au financement post-2025, le nouveau objectif, c'est aussi avoir un rapportage clair et quantifiable de l'effort des pays développés en termes de doublement du flux de financement pour l'adaptation. Selon Alpha Oumar Kaloga, le monde pourrait faire face à beaucoup de risques si toutefois les États du monde ne parviennent pas à maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Au cas où on n'attendait pas les 1,5 degrés, c'est qu'on va devoir mobiliser 5 fois plus de ressources pour pouvoir s'adapter ou bien faire face aux impacts résiduels des changements climatiques. Dans ce sens, soutient cet environnementaliste, depuis la signature de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Guinée continue de jouer sa partition, comme d'autres États d'ailleurs. La Guinée est représentée par plusieurs personnes, même à personnes qui contribuent au débat universel. Malgré cela, le phénomène persiste avec les nombreux défis autour desquels la 28e conférence des parties sur le climat qui se déroulera à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023 va certainement tourner. À présent, sur le continent au Cameroun, après l'émotion et la médiatisation du drame de Mbankolo, à Yaoundé, les familles des victimes de l'effondrement de terrain meurtrier du 8 octobre 2023 attendent de pouvoir enterrer leurs proches. En Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est en sécurité, affirmant le samedi 4 novembre 2023 son mouvement Génération et Peuple Solidaire. Vendredi 3 novembre, le GPS a redouté que des policiers ivoiriens ne procèdent en Turquie à l'enlèvement et l'extradition de leur leader. Dans le monde, des manifestants se sont rassemblés samedi 4 novembre devant le domicile du Premier ministre israélien, tandis qu'une autre manifestation des familles et soutien des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Tel Aviv, exigeant du Premier ministre Benjamin Netanyahou davantage d'efforts pour leur libération. Genève a accueilli ces 2 et 3 novembre le forum social annuel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dont la présidence change chaque année. Cette année, elle revient à l'Iran, pourtant considéré comme l'un des pays qui respecte le moins les droits de l'homme. Une mauvaise plaisanterie selon Mohamed Reza Jalili, professeur émérite à l'Institut de hautes études internationales et de développement à Genève. À présent, l'invité de l'actu, plusieurs enseignants contractuels continuent de postuler au concours de recrutement lancé par le ministère de la fonction publique. Pourtant, le protocole d'accord récemment signé par les responsables, les syndicats et le gouvernement dit qu'ils doivent être bientôt évalués en pratique de classe et les admis seront engagés à la fonction publique locale. Le secrétaire général de la FSPPE invite ses contractuels à éviter la confusion. Salifou Kamara est notre invité de l'actu. Il répond aux questions de Mbani Sidibé. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Général Salifou Kamara, vous avez récemment signé un protocole d'accord avec le gouvernement autour des dossiers des contractuels. En principe, ces contractuels doivent être soumis à un texte pratique de classe. Mais depuis l'annonce de ce recrutement par le ministère de la fonction publique, ils sont très nombreux, ces anciens contractuels communaux qui continuent à déposer les dossiers. Je pense qu'ils n'ont pas très bien compris parce que ce concours les
les contractuels qui sont déjà sur le terrain ne font pas partie. On a dit qu'on va organiser un concours spécifique pour eux. Donc, ce concours, il s'agit, n'est-ce pas, d'une pratique de classe. Eux ne font pas partie. La plupart d'entre eux ont déjà déposé leur dossier, surtout leurs diplômes qui ont été authentifiés. Sauf que beaucoup de contractuels s'interrogent même sur la nécessité de la fonction publique locale. Ils disent ne pas être rassurés par cette fonction publique locale. Ce que je voudrais leur dire, c'est que à partir de la semaine prochaine, une mission va se rendre à l'intérieur du pays, dans toutes les préfectures, non seulement pour le paiement de 2 mois pour leur encouragement, puisque déjà ils ont renoncé à leur salaire. Donc déjà, le gouvernement a proposé leur donner 2 mois, les permettant, n'est-ce pas, de s'installer. Ensuite, la mission va faire l'identification. La semaine prochaine, les choses vont commencer. Il ne faudrait pas qu'ils s'en doutent ou il ne faudrait pas qu'ils se découragent. Ils doivent tous rester sur le terrain, à leur poste, pour que les missionnaires les trouvent et qu'on sache réellement c'est eux qui sont effectivement en situation de classe. Pour éviter qu'on ne puisse mettre le nom de quelqu'un ou d'un cadre qui n'est pas en situation de classe. Est-ce que vous pouvez dire que c'est une fuite en avant pour ces enseignants contractuels communaux qui sont aujourd'hui dans les salles de classe et qui veulent déposer leur dossier au compte de ce recrutement initié par la fonction publique? Ils doivent attendre les missionnaires qui vont être dans les préfectures, dans leur poste là-bas. Et je crois qu'à l'arrivée des missionnaires, ils seront édifiés de ce qui doit être fait et ce qui va être fait. Est-ce que on peut dire que c'est un risque pour ces contractuels communaux dont le fichier existe déjà selon le protocole que vous avez en tentant aussi cet autre concours? Bien sûr, il ne faudrait pas qu'ils postulent à d'autres concours, ils n'ont qu'à attendre. Parce que déjà, ils ont déjà leur fichier, ils sont déjà sur le terrain et une équipe va les trouver là-bas. Donc ce concours dont on parle aujourd'hui, de déposer les dossiers par-ci, par-là, donc eux ne font pas partir de ça. Donc ils n'ont qu'à rester tranquilles en faisant correctement leur travail, parce que c'est au poste où on saura qui est enseignant, qui ne l'est pas. Général Salifou Camara, merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. 18h passées de 28 minutes et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Moi je m'appelle Alice, là j'étais là pour vous informer. Merci à tous de nous avoir suivis. FIM FM, c'est la tour de contrôle de l'information en Guinée.